Bonjour, bienvenue et merci d'être venu juste ici pour cette présentation des formations accompagnement de projets professionnels et bilan de compétences. Donc on va faire dans des choses simples et traditionnelles. On va se présenter toutes les deux et puis après on vous expliquera en quoi consiste le métier en question et comment se déroule la formation. Donc en ce qui me concerne, je m'appelle Françoise Cavé, même l'écrire carrément à l'ancienne. Voilà. Je m'appelle Françoise Cavé et on va faire un très rapide résumé de mon parcours professionnel. Ça fait, je vais dire 35 ans à peu près que je travaille dans l'univers de la formation professionnelle continue. Je le dis parce que ça a un lien avec les bilans de compétences et les projets professionnels. J'ai une formation au départ de psychologue et j'ai dirigé pendant une dizaine d'années un centre de bilan de compétences qui était accrédité par un certain nombre d'organismes financeurs comme les fonds GESIF, l'AFDAS, Uniformation, enfin il y a un certain nombre d'autres. Voilà, pour ce qui me concerne. Alors, donc moi je m'appelle Sylvie Béliard, donc je vais écrire mon nom aussi. Donc, je suis consultante de bilan de compétences, entre autres, et j'ai une formation purement sciences humaines, donc je ne suis pas psychologue, mais j'ai une formation en sciences humaines, et donc je fais du bilan de compétences depuis que ça existe, donc depuis 91, ça fait quelques années. J'ai été responsable d'une équipe de formateurs dans un grand centre de formation. Et donc c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés toutes les deux et que nous nous partageons l'animation de la formation. Donc, quelques mots déjà sur le métier en question, puisque c'est une formation métier. Le métier, c'est en fait, avec la démarche qui vous est proposée dans la formation, il y en a plusieurs. Il y a d'une part, très, je dirais, entre guillemets, traditionnellement, ce qu'on a fait toutes les deux, ce qu'on fait, conseiller en bilan de compétences. Parce que ça va continuer à exister, même si ça évolue, sachant que le terme de conseiller en bilan de compétences n'est pas très clair pour beaucoup de gens, puisqu'en fait, il s'agirait plus d'un conseiller en accompagnement de projet, puisque le but du bilan de compétences, c'est pas vraiment de faire le bilan des compétences avec quelqu'un, mais c'est de lui permettre, et c'est le texte de loi, c'est ce qui lui permet, c'est de lui permettre de construire un projet professionnel. Donc le terme n'est pas génial, mais c'est comme ça. Le type de méthodologie qu'on présente dans la formation, c'est une méthodologie qui est aussi adaptée à ce qu'on trouve dans la législation, qui s'appelle aujourd'hui conseil en évolution professionnelle. Ça correspond aussi à tout le conseil en outplacement, par exemple, ou en reclassement suite à une inaptitude au poste de travail, ou à quoi que ce soit de ce genre-là. Ou à du coaching aussi, qu'on trouve dans certains instituts, sous le nom de coaching en transition professionnelle. Tout ça, c'est la même idée. L'idée qui est derrière, c'est de permettre à des gens, dans le monde d'aujourd'hui qui évolue énormément professionnellement, où il y a des tas de métiers qui existent aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a encore 5 ans, encore plus il y a 10 ans, qui n'existeront plus dans 5 ans ou dans 10 ans, de se reconvertir, de partir sur autre chose, de savoir comment évoluer professionnellement. Et dans le monde actuel, l'évolution professionnelle, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Donc du coup, c'est ce qui fait que ce type de métier est en train de se développer très largement, puisque les demandes peuvent venir des gens en particulier, peuvent venir des entreprises, peuvent venir aussi d'un certain nombre d'organismes intermédiaires, type Pôle emploi, ou même, Sylvie m'en parlait tout à l'heure, elle a de plus en plus de gens qui viennent avec d'autres origines. Les médecins du travail orientent de plus en plus vers le bilan de compétences, entre autres, dans le cadre de reconversion professionnelle suite à soit des maladies professionnelles ou des accidents de travail. Donc il y a une
une espèce de vice de forme entre la personne en entreprise et la personne au pôle emploi. Donc il y a ce sas où la personne est en arrêt maladie et a besoin de construire un projet professionnel. Donc on nous les envoie directement. Ce qui fait que ça augmente encore, c'est très récent. C'est vraiment quelque chose qui a commencé à se mettre en place il y a deux ans, oui, 3 ans à peu près, et qui se met de plus en plus en place, ce qui fait qu'on est vraiment sur quelque chose qui est appelé à se développer largement. Quand on exerce ce métier, comment est-ce qu'on peut l'exercer? On peut l'exercer de plusieurs façons différentes. On peut d'une part travailler dans un centre d'outplacement, centre de bilan de compétences, centre de formation ou des choses de ce genre. Mission locale. Mission locale, absolument, ou d'autres choses du même genre. On peut aussi l'exercer à titre individuel, en indépendant, en ayant un numéro d'organisme de formation, peut-être par exemple à l'aide d'une société de portage, peut-être en créant... sa propre structure. Absolument, absolument. Et ce sont les deux grandes façons d'exercer le métier. Par contre, une des caractéristiques du métier, c'est que c'est extrêmement rarement un métier qu'on exerce à plein temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait forcément un mi-temps ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que pour beaucoup de gens, la grande majorité, ce sont des gens qui ont 2 ou 3 casquettes. Donc, qui font, par exemple, de la formation, ce que tu fais toi. Du coaching, de la formation, du bilan de compétences, de l'outplacement. Absolument. En général, on multiplie les actions. Voilà. On fait rarement du bilan de compétences à plein temps. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le travail que l'on mène avec ce qu'on appelle les bénéficiaires de bilan de compétences ou de ce type d'accompagnement est relativement prenant et que voir des gens 2 heures, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, au bout d'un moment, le risque c'est qu'on ne sache plus trop avec qui on travaille, comment, où on en est, etc. Donc le fait d'avoir plusieurs activités, en même temps ça équilibre le boulot, et en même temps, ça permet aussi de se ressourcer et les différentes pratiques se nourrissent l'une l'autre et se complètent. Également, souvent, les gens qui demandent ce type d'accompagnement le font hors temps de travail. Ce qui veut dire que souvent, les gens qui font ce genre de métier vont travailler par exemple le samedi matin, voire le samedi après-midi, des fois le soir comme on est là, etc. Et ce qui veut dire que travailler par exemple tous les soirs jusqu'à 20h30 ou 21h, en commençant à 4h de l'après-midi, c'est pas forcément idéal. Donc on peut avoir aussi envie d'avoir des horaires plus normaux sur d'autres journées et d'équilibrer les choses comme ça. Donc, si vous cherchez un boulot à plein temps en CDI, c'est mort. C'est encore plus radical que moi. Elle a raison. Je la suis totalement là-dessus. Par contre, il y a des tas de solutions. Il y a des tas de solutions sur des tas de temps partiels. Et comme on le disait toutes les deux il y a 5 minutes, la demande est constante. C'est énorme. C'est voilà, énorme. Exponentielle actuellement. C'est vraiment considérable. Voilà, donc ça c'est pour situer un peu ce qu'on peut faire avec et est-ce que ça vaut le coup de faire ça ou pas du tout. Alors, ceci étant dit, donc ce que on vous fera découvrir si vous décidez de faire cette formation, c'est une méthodologie pour dérouler un accompagnement de projet professionnel pour une personne. Méthodologie qui est en fait la méthodologie du bilan de compétences, puisque la méthodologie du bilan de compétences, c'est celle qui est la plus stricte. Donc, du fait que c'est la plus stricte, après, si on la connaît, on peut l'adapter dans des contextes proches comme l'outplacement, comme du coaching individuel ou d'autres choses de ce genre.
Et cette méthodologie, elle a du sens et tout, puisque c'est directement celle que, je dis on parce que je n'étais pas toute seule dans le centre de bilan que j'ai dirigé, qu'on avait mis au point dans le centre en question et qui avait été accrédité par un certain nombre d'organismes financeurs, comme le FONGECIF, comme l'AFDAS, comme la GECIF SNCF, la NFH, Uniformation, puis je ne sais plus, j'en ai plus. Unifap. Non, on n'était pas Unifap, on a eu Plastifap. Voilà. Donc tous ces termes barbares correspondent. On vous les dispensera lors de la formation parce que surtout elle. C'est très important que vous compreniez les mécanismes de financement avec les gros passifs et puis les autres cas au niveau du CPF. Donc surtout moi. Voilà, surtout elle. Et c'est ce qui permet. Absolument, et c'est ce qui permet à des particuliers de pouvoir financer facilement, encore aujourd'hui, de financer facilement, beaucoup plus facilement qu'un congé individuel de formation, de financer un bilan de compétences. Voilà. Et du coup, c'est une méthodologie qui est, comment je vais dire, aux normes. Voilà, bien. Donc, comment fonctionne la formation? Alors, je fais les 3 premiers modules, elle fait les 3 suivants, plus une journée. Elle fait une journée en plus, non pas qu'elle ait perdu au tirage au sort ou quoi que ce soit, ou qu'elle ait gagné, mais parce qu'il y a une journée... Sur le cadre juridique de la formation professionnelle, donc c'est une journée supplémentaire qui se fait dans le 2e module. Absolument. Donc, qui vous explique justement ce cadre réglementaire, cette loi de 91, qui est très très importante. Et à partir de cette loi, une fois qu'on a bien compris, elle est rassurante, cette loi, et pour la personne que vous avez en suivi, et pour nous, elle nous cadre dans un processus, c'est très important. Et à partir de là, vous pourrez faire de l'outplacement, de l'accompagnement dans différents projets professionnels, mais en partant de cette base de loi de 91. Et puis donc, dans cette journée de formation, vous apprendrez aussi donc, tous les passifs, tous les autres cas, les modes de financement et surtout comment vous installer. C'est-à-dire comment négocier soit un CDD ou un temps partiel salarié, mais ou vous installer en tant que soit auto-entrepreneur ou monter votre propre structure ou comprendre ce qu'est le portage salarial. Et puis aussi, ce qui est important par rapport à cette loi de 91, c'est que le bilan de compétences est régi par la formation professionnelle. C'est-à-dire que le bilan de compétences, on n'y pense pas forcément, mais c'est une action de formation. Et c'est très très important parce que quand vous vous installerez, il faudra justement demander ce numéro de formateur. Et donc je vous expliquerai comment faire cette demande auprès de la directe, donc l'organisme qui donne ça, qui régit cela. Voilà. Le but de cette formation est vraiment que, à l'issue de la formation, voilà, vous avez tout, c'est clé en main, et vous pouvez démarrer. On ne fournit pas les clients. Hein. Ça, on peut fournir le service après-vente pour avoir quelques renseignements. On fournit le service après-vente, ça marche. On ne fournit pas les clients. Non, ça c'est clair. Donc, comment est-ce que c'est organisé? Donc, le principe d'organisation, c'est le suivant. On va avoir 6 modules de 2 jours, dont un module avec un jour en plus, Sylvie en a déjà parlé. Et ces 6 modules de 2 jours, ils vont servir à couvrir tout le déroulement d'un bilan. Et pendant la formation, vous allez en fait réaliser entre vous un bilan de compétences au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'exercices et de mise en situation. Bon, on explique des choses aussi, bien évidemment, mais il y a énormément d'exercices et de mise en situation où vous allez travailler par 2, imaginons qu'on soit toutes les 2. Moi, je vais faire ce qu'on fait en première séance de bilan avec Sylvie, après elle le fera avec moi, et puis on fera ça pour la 2e séance, pour la 3e séance, pour l'ensemble des séances. De façon à ce que vous ayez l'occasion de vous entraîner aussi bien avec le vécu du bénéficiaire qu'avec le vécu du conseiller.
Puisque le fait d'avoir le vécu du bénéficiaire, c'est aussi quelque chose qui permet de mieux comprendre les difficultés que peut avoir quelqu'un ou la façon dont les choses peuvent se mettre en place. Donc, le principe du bilan de compétences, alors là, je relance l'ordinateur. Normalement, ça devient bleu, ça va démarrer. Ouais, c'est trop bien, j'adore. Donc, le principe du bilan de compétences, on a un certain nombre de séances qu'on va avoir avec quelqu'un. En tout, 24 heures. Quel ressemble. Ça doit être vrai. 14 heures d'entretien en face à face avec la personne, autrement dit 7 entretiens de 2 heures, et 10 heures de travail personnel que va faire le bénéficiaire de son côté. Travail personnel qui est totalement encadré, puisque c'est du travail qu'on lui demande et qu'on suit, qui est préparé et qu'on reprend ensemble avec la personne. C'est pas aller faire des trucs. Donc, parce qu'il faut se rendre compte aussi que ces 24 heures, ça peut paraître long comme ça, mais en fait c'est très, très court dans la réalité. Donc il faut vraiment que la personne s'habitue à faire ces séances intermédiaires, sinon le travail n'avancera pas, le projet n'avancera pas. Absolument, absolument. Ça c'est très important d'instaurer cette dynamique. Donc, ces séances-là, elles sont encadrées par 2 autres phases. Une phase préliminaire, où on va avoir, comme vous le voyez ici sur le tableau, un entretien préliminaire. Alors, l'entretien préliminaire, il est gratuit. C'est pour prendre contact et que le bénéficiaire choisisse en connaissance de cause, d'une part, quelqu'un avec qui il a envie de travailler, parce que, bien sûr, on ne parle pas de sa vie personnelle, mais on parle de beaucoup de choses dans le cadre d'un bilan de compétences, et c'est important d'avoir d'être en phase avec le consultant. Et entre autres, le FONGECIF préconise que la personne voit au moins 3 cabinets de bilan de compétences avant de choisir. Pour être sûr que ça... Donc je me sens bien avec cette personne-là. Donc, ça c'est avant nos séances. Ensuite, on va avoir... T'éteins pas, toi. Machine, reste là. T'as intérêt à rester allumé. Ensuite, on va avoir une... allez, voilà. On va avoir une première séance dans laquelle ce qui va nous occuper, ça va être ce qu'on va appeler l'analyse rétrospective du parcours professionnel de la personne. Ce n'est pas un CV, c'est quelque chose que l'on fait avec un certain nombre de règles, de méthodes, etc., de façon à identifier en fait quel est le parcours de la personne, qu'est-ce qui lui a plu et pas plu. Et ça va nous permettre d'identifier, je ne vais pas écrire en vert, je vais reprendre le noir. C'est ce qui va nous permettre d'identifier le premier support de la construction d'un projet professionnel, c'est-à-dire les motivations. Parce que le projet professionnel sur lequel va s'arrêter la personne à la fin du bilan, il faut que ça lui convienne. Il faut que ça soit quelque chose qui lui plaise, qui la motive. Ça ne répondra certainement pas à 100% de ses motivations. Il ne faut pas non plus rêver, quoi. Le monde n'est pas absolument parfait. Mais au moins que ça remplisse une majorité de motivations. Donc le but de cette analyse dans la première séance, c'est pas de savoir exactement ce qu'a fait la personne, mais qu'est-ce qui fait qu'elle l'a fait, qu'est-ce qui lui a plu, comment ça lui a plu. Et c'est ça qui va permettre de commencer à construire un cadre. Ensuite, on va, lors de la deuxième séance avec la personne, on va s'intéresser dans la séance numéro 2 à un test. J'en parlerai dans quelques minutes. Ce test, là encore, va contribuer à clarifier les motivations de la personne. Qu'est-ce qu'elle aime dans un boulot? Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qui lui plaît pas? Comment est-ce que ça fonctionne? Donc ça, c'est avec les séances 1 et 2. Ensuite, lors de la troisième séance qu'on voit là, on va s'intéresser à un deuxième aspect qui va permettre de construire le projet. On va s'intéresser
aux compétences acquises et possibles à acquérir de la personne. Possible à acquérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me suis arrêtée au certificat d'études et que j'ai envie de devenir chirurgien, bien sûr que c'est possible. Ça va être long. C'est clair, c'est clair. Il va y avoir un grand nombre d'étapes. Ça veut dire aussi possible à acquérir qu'il existe des formations pour ça. Il y a des métiers, par exemple, pour lesquels il n'existe des formations qu'en formation initiale. Il n'y en a pas en formation continue pour adultes. Donc, forcément, ça coince. Et le projet, il va aussi prendre appui sur les compétences de la personne, qu'elle pourra développer, qu'elle pourra même complètement acquérir alors qu'elle ne les avait pas du tout dans le cadre d'une réorientation, mais encore faut-il que ça soit possible à acquérir. Et puis, après, on va s'intéresser à des choses qui vont concerner le réalisme du projet. Réalisme du projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que créatrice de bijoux, ça me plairait énormément. J'adore faire ça, c'est un truc qui me passionne, c'est génial. Voilà, je vois que... voilà. Oui mais non, quoi, voilà. Il y a des métiers aussi, par exemple... Alors, il y a des personnes qui pourront le réaliser, parce que leur environnement, on va s'attacher aussi à l'environnement de la personne, leur environnement personnel permettront de... Là, d'autres personnes, elles ne le pourront pas par rapport à, une réalité. Donc ça, c'est important de voir ces différents aspects. Il y a des métiers aussi, par exemple, aujourd'hui, qui sont, je dirais, quasi en voie d'extinction. Il n'y a pas très longtemps, j'avais un jeune homme comme ça, son rêve c'était de devenir photographe. C'est sinistré comme métier, quoi. Parce que sauf à avoir une spécialité particulière, il y a plein de gens qui ont aujourd'hui des smartphones, des tablettes, des machins comme ça, et on ne fait plus trop appel à un photographe pour des tas de trucs, donc c'est un peu... voilà. Et puis il y a des gens, par exemple, pour lesquels il va y avoir des problèmes en termes d'horaire, parce qu'ils ont des contraintes, des choses comme ça. Donc il s'agit que le projet, au final, il soit réellement, je dirais, opérationnel. Voilà. Et que ça soit quelque chose sur lequel la personne peut vraiment avancer et qu'elle peut mettre en route. C'est pas un truc théorique, c'est pas un truc, voilà, vous êtes fait pour ça, allez-y. C'est vraiment quelque chose où on travaille pour que ça soit le plus concret possible, avec un plan d'action, avec des lieux précis s'il y a une formation à faire, avec tout ce qu'il faut si c'est une recherche d'emploi, un CV qui correspond à la présentation des CV aujourd'hui, savoir faire des lettres de motivation, activer un réseau, enfin tout ce qui est indispensable. Ce qui veut dire qu'en fait, l'ensemble du bilan, il s'organise en deux moitiés, en fait. Donc, on a notre entretien préliminaire au tout début, pour que la personne choisisse et dise « je viens le faire avec vous ou pas ». Et puis après, on va avoir 3 séances qui sont en fait des séances de réflexion que je qualifierais d'ouverture. Autrement dit, à partir des motivations, on ouvre des perspectives. On ouvre des perspectives pour une raison très simple, c'est qu'il y a, en tout cas aujourd'hui en France, je ne sais pas si c'est vrai dans d'autres pays, mais en France aujourd'hui, un énorme déficit de connaissance des métiers au niveau du grand public. Les gens connaissent 4, 5, 6 métiers, mais il y a plein d'autres métiers dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc forcément, moi si j'ai jamais entendu parler d'un métier, comment voulez-vous que j'ai l'idée de le faire ou quoi que ce soit? Donc il y a vraiment un moment important
de découverte d'autres métiers où on va fournir plein d'infos à la personne, d'où le travail qu'elle va faire de son côté. Pour regarder par exemple un livre qui présente des métiers, des fiches métiers, des enquêtes métiers aussi. Des fiches métiers, des enquêtes métiers auprès d'autres gens, auprès de professionnels. Aller à des salons sur les différents métiers, les salons professionnels. Tout à fait. Histoire de vraiment ouvrir le champ des possibles. Et puis, j'ai mis 2 fois la séance 2, moi, dans un grand élan. Et puis, les séances 4, 5 et 6, là, au contraire, on est... Voilà. L'entonnoir, on commence à le refermer et aller sur une structure de projet très précise. Et là, on se centre vraiment sur, ok, c'est ce genre de choses qui vous intéressent, bah, comment on s'y prend? De façon à ce que la personne finisse lors du dernier entretien, le 7e, avec un vrai projet. Et un vrai projet, bah, c'est daté, il y a des étapes précises qui sont définies, des lieux précis, tout ce que vous voudrez de cet ordre-là. Et la dernière séance donne lieu, au moins dans le cadre du bilan de compétences strictes, à la rédaction d'une synthèse, donc qui est très nomenclaturée, on ne fait pas n'importe quoi dans la synthèse. C'est un monsieur qui s'appelle André Chauvet qui a mis en place une stratégie de réalisation avec ses équipes demandées par le FOGESIF Île-de-France, et on s'appuie tous vraiment sur cette synthèse où il demande d'avoir 2 projets, un projet principal et un projet alternatif. Et en effet, c'est très pratico-pratique parce que dans cette synthèse, il y a si la personne doit entrer en formation, il y a les lieux de formation, elle doit réaliser ce lieu de formation, les dates d'entrée, le mode de financement, est-ce que c'est une formation courte, donc dans le cadre d'un cycle, d'un projet annuel de formation, est-ce que c'est un financement plan de formation de l'entreprise, est-ce que c'est un financement CPF, tout doit être marqué avec les étapes de réalisation pour que la personne aille vraiment à une réalisation de son projet. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis que ça a été vraiment très très normalisé, pas depuis, ça fait quoi, 10 ans, oui, à peu près une dizaine d'années, que ça a été vraiment normalisé, il y a beaucoup plus de gens qui mettent en route leur projet que ça n'avait lieu avant. Puisque très souvent, au début du bilan de compétences, pour un certain nombre de conseillers ou de centres, c'était un peu définir avec la personne ce qui pouvait l'intéresser le plus. Mais après, c'était un peu débrouillez-vous avec. Alors qu'en fait, actuellement, notamment les organismes financeurs tiennent à ce qui est vraiment un projet concret, précis, daté, posé. Voilà. Et ce document de synthèse, c'est la propriété de la personne qui est venue faire le bilan. Ce n'est pas transmis par le conseiller, mais la personne peut le transmettre. Et notamment, transmettre le document de synthèse peut être très intéressant pour nourrir et compléter, par exemple, une demande de formation. Parce que ça prouve que je ne me suis pas réveillée avec une illumination, je veux faire ça, mais qu'il y a tout un parcours, tout un travail qui a été fait, et que si j'ai envie de faire ça, effectivement, ça fait du sens. Ça peut aussi être utilisé par la personne dans le cadre de son entreprise. Dans une évolution de carrière. Et c'est très utile dans ce type de cadre. Auprès d'un centre de formation, par exemple, aussi. Là encore, pour valider les choses auprès d'un organisme financeur de congé individuel de formation, etc. Par exemple, de plus en plus, les grands OPACI, donc par exemple le FOGESIF, parce que c'est le plus gros, pour financer une formation professionnelle, dans le cadre du CIF, du congé individuel de formation, demandent à ce que la personne soit reçue par le fameux conseiller en évolution professionnelle, et le conseiller en évolution professionnelle demande la synthèse, la plupart du temps, ou au moins vraiment un projet extrêmement concret pour pouvoir financer la formation. Il y a de moins en moins de financement de congés individuels de formation s'il n'y a pas eu de bilan de compétences avant. Ça, c'est clair.
Donc vraiment le bilan de compétences, on pensait qu'il était mort il y a 2 ans. Oui, en 2015, quand il y a eu quand le DIF a disparu et que donc le bilan de compétences était beaucoup moins financé, on a cru qu'il allait disparaître. Et là, il est en plein essor parce qu'on a vraiment besoin de cet outil pour que les personnes puissent évoluer dans leur carrière. Et puis, dernière étape, bah, on a après, ce que je disais, il y a 6 mois. Un suivi. Ah, 6 mois qui est trop court ou trop lointain. C'est clair, c'est clair. Donc, on le module avec la personne, selon. Parce qu'en fait, l'idée du suivi à 6 mois, ça a été mis en place en 91, au moment de la législation. Et en 91, la plupart des outils de communication à distance, type notamment Internet, mail, etc., n'existaient pas. Et du coup, on ne pouvait revoir le bénéficiaire que dans un entretien en face à face. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'autres choses. Et quand Sylvie dit « je la suis complètement, c'est trop court ou trop loin », pour quelqu'un, par exemple, qui part directement sur une recherche d'emploi, il va avoir besoin d'un suivi là tout de suite maintenant. Par exemple, parce qu'il va trouver une offre d'emploi qui n'est pas exactement comme celle qu'on avait vue ensemble, donc il va vouloir qu'on jette un petit coup d'œil sur sa lettre de motivation pour voir si ça va, etc. Ça, il en a besoin maintenant, pas dans 6 mois. À l'opposé, quelqu'un qui part pour faire une formation qui va durer par exemple 8 mois, en plus il ne part pas le jour de la fin du bilan, il aura fini la formation grosso modo 1 an après, et c'est là qu'il va avoir besoin peut-être d'un petit truc pour positionner sa candidature. Voilà. Ou bien quelqu'un à un moment donné qui va avoir un refus au niveau d'une formation ou quoi. Donc on s'organise, on a le droit d'aller jusqu'à 1 an et on s'organise pour le suivi pour que ça fasse vraiment service après-vente pour la personne. Voilà. Voilà grosso modo la trame. Donc, dans les modules de formation, dans le premier module, on ne fait aucun de ces entretiens-là. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le premier module? On va parler de la posture. Absolument. On va s'intéresser à la posture du conseiller. Autrement dit, comment est-ce qu'on établit une bonne relation avec la personne dans le cadre du conseil en bilan? Comment on distingue la posture de conseiller de celle de coach, par exemple? C'est pas la même chose du tout. Alors, il y a des points communs, mais il y a aussi de grosses différences. Comment est-ce qu'on interagit avec la personne? Enfin, c'est des prérequis. Voilà, le premier module, c'est un certain nombre de prérequis, avec là encore plein d'exercices. C'est moi qui fais le premier module, puisque je fais les 3 premiers. C'est pas on cause comme ce soir. Hein. C'est en direct dans le travail. Dans le deuxième module, on parle un peu plus de ce que c'est qu'un objectif, un projet, etc. Et on commence à aborder ce que je disais, ce qu'on fait en première séance, l'analyse rétrospective de parcours. Et ça, vous le faites entre vous. Dans le troisième module, on s'intéresse au test. Alors, le test, on va en parler un peu, parce que dans le cadre du bilan de compétences, on est pratiquement obligé, entre guillemets, d'utiliser un ou plusieurs tests. Un en tout cas. Donc, un test d'intérêt professionnel. Absolument. Ce n'est pas un test de personnalité. Je dirais globalement, on s'en fiche un peu de la personnalité de la personne qui est là, mais c'est vraiment un test d'intérêt professionnel. Les tests d'intérêt professionnel, il y en a plein qui reposent sur une typologie, c'est celle qui est la plus utilisée dans les centres de bilan. Les typologies de Hollande, voilà. Le fameux Riasec. Et Hollande, alors c'est pas François. C'est pas le deuxième, c'est pas... celui d'avant. C'est un autre, il y a beaucoup plus longtemps. Et ça repose sur une typologie qui s'appelle Riasec. Vous trouverez ça dans plein de bouquins sur le bilan de compétences, sur des trucs comme ça se trouve partout, qui repose sur des types de motivation qui ont comme nom réaliste, investigateur, artistique, social,
entreprenant et conventionnel. Là. Ouais. Ça, ce truc-là, si on ne le connaît pas, je te dis, le nombre de fois où on en a parlé à quelqu'un. Donc voilà. Alors c'est une base. C'est une base. C'est une très bonne base. Et aucune motivation n'est mieux qu'une autre. Simplement, bah, il y en a qui sont plus en adéquation avec certains métiers et d'autres qui sont plus en adéquation avec d'autres. Voilà. C'est pas bien ou pas bien, ça donne des points forts ou des points à améliorer. Oui. Et en fait, ce qui se passe pour le test, c'est qu'il y a un certain nombre de tests qui existent sur le marché. Oui, il faut avoir des certifications. Absolument. Et les certifications sont payantes. Ou alors, elles ne sont pas payantes, mais réservées aux psychologues. Ce qui complique quand même grandement les choses. Du coup, il y a des stagiaires lors de la première session qui m'ont dit « Mais tu es psychologue ». C'est pas faux. C'est-à-dire, j'ai le tampon officiel, voilà. Donc tu sais faire des tests. Ben, c'est vrai. Du coup, avec mon fils aîné, qui a le même type de formation, moi au départ, eh ben, on a fabriqué un test de façon à ce que vous puissiez l'avoir gratuitement dans le cadre de la formation. C'est-à-dire que vous n'avez pas à repayer en plus pour avoir un test. C'est ce qui fait qu'on dit avec Sylvie qu'une fois que c'est fini, vous avez le truc clé en main, vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Et je dois dire, moi qui ai des certifications diverses et variées dans différents tests, c'est un beau cadeau que Françoise vous a fait, parce que vraiment, ça reprend ce que si vous connaissez l'IRMR, si vous connaissez Central Test, si vous connaissez plein d'autres certifications qui sont fort onéreuses, là vraiment, on retrouve exactement ces typologies. Et ce test, si vous voulez savoir à quoi il correspond, ben vous l'avez sur le site de Repère. Il y a un test sur le site de Repère qui s'appelle Motivation et métier, ce qui est un peu logique puisqu'il s'agit de motivation par rapport à des projets professionnels. Je veux dire, on n'a pas cherché beaucoup le titre. Ça, je veux dire qu'on a plus bossé sur le test que sur le titre. Et il est en ligne sur le site. Alors, il est en ligne d'une façon très spéciale sur le site. Ça ne correspond pas à ce que vous apprendrez dans la formation, puisqu'il n'est utilisé sur le site que pour donner des idées par rapport au type de formation qui existe, par rapport aux formations de coaching ou de PNL ou de choses comme ça. Donc, c'est une vision très, très spécifique. Mais c'est le même principe. Donc, dans le deuxième module, on s'occupe du test, parce que ça prend un moment, pour que vous appreniez à le faire. Vous aurez le tableur qui permet de s'en servir, vous avez le questionnaire, et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Donc, il n'y a pas même à repayer après pour à la passation, comme ça se fait. Non. Après, vous foutez, vous. Voilà, bien. Et le troisième jour du deuxième module, puisque c'est le seul module qui se passe 3 jours, donc c'est Sylvie qui vous explique toutes les choses. Le cadre juridique de la formation professionnelle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, et je répondrai à toutes vos questions sur l'installation, sur le développement commercial aussi, des actions, bilan de compétences ou divers accompagnements au niveau de l'orientation, comment ça peut se passer. Et vraiment comment le bilan s'inscrit dans une action de formation. Ça, c'est très important. Par rapport à des lois, je vous expliquerai Datadoc, le nouveau petite chose qu'on nous a inventé cet été. Un petit plan de référencement. Donc voilà, donc je vous donnerai toutes ces informations. Dans le troisième module, on s'intéressera, on continue le déroulement, aux compétences de la personne, qu'est-ce qu'elle sait faire, comment, de quelle façon, etc. Et puis après, moi, je vous laisse, Sylvie prend le relais. Dans les modules 4 et 5, on s'intéresse à la faisabilité. Et dans le module 6, on s'intéresse aux documents de synthèse, à l'entretien préliminaire, bizarrement. Parce que pour faire un bon entretien préliminaire, il faut bien savoir de quoi on parle. Et donc on le voit après, pas au début, sinon de quoi on va parler. Donc c'est pour ça que ça arrive à la fin. Et puis là encore, on revient sur comment vendre ça, comment s'installer, comment le présenter, de façon à ce que ça soit clair. C'est clair jusque-là? Cool. Et puis, c'est pas forcément fini. Parce que si vous voulez une certification, c'est possible. Il n'y a pas d'examen lors du dernier module.
Parce que ça serait super artificiel, quoi. Je veux dire. Donc, ce qu'on vous demande, c'est à partir du, je dirais, troisième module, entre le troisième et le quatrième, ou nettement plus tard à la fin, ou quand vous voulez, de conduire un accompagnement avec quelqu'un en suivant cette procédure-là. Alors, ça n'a pas besoin d'être payant, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. La seule obligation, entre guillemets, c'est que ça soit quelqu'un qui se pose des questions au niveau professionnel. Pas juste la bonne copine qui dit bah c'est pas grave, je vais te faire je vais te filer un coup de main. Non, il faut que ça soit quelqu'un, parce que sinon la personne ne fera pas le boulot de son côté. Il faut vraiment reprendre tout le déroulement du bilan de compétences. Absolument. Et si elle n'a pas un hypothétique projet professionnel, ça ne va pas être assez vivant pour vous. Et du coup, si ça l'intéresse, du coup, elle lira les documents que vous lui donnerez pour la découverte des métiers, elle préparera sa fiche sur ses compétences, elle mettra au point un CV, enfin j'en sais rien, elle ira voir des professionnels de différents métiers pour faire une enquête sur le terrain, est-ce que je sais, moi, enfin elle fera vraiment les choses. Donc vous conduisez ça sur le principe suivant, vous faites un entretien avec la personne, ça vous l'aurez de toute façon déjà fait dans le cadre du déroulement, puisque dans le déroulement, on va dérouler le truc, le test, vous allez le passer, vous allez vous donner les uns aux autres les résultats du test, les compétences, vous allez les lister, vous vous donnerez les résultats, enfin vous allez avoir tout ce qu'il faut. Et puis, cet accompagnement, à l'issue de chaque séance, vous nous envoyez, alors à l'une ou à l'autre, ça après on se débrouille, vous nous envoyez un compte-rendu de ce que vous avez fait, de ce qui s'est passé avec la personne, de ce qui a été compliqué, de ce qui a été facile, des documents que vous lui avez fournis, des interrogations que vous avez eues, enfin, voilà, un compte-rendu. Nous, on répond, on regarde le truc, on réajuste, on envoie des commentaires, voilà, en vous disant continuez comme ça, ou là, il faut peut-être repartir un peu comme ci ou comme ça. Ce qui vous permet à ce moment-là de réajuster tout de suite. Parce que vous laissez tout faire jusqu'au bout pour regarder le truc final. C'est dommage. C'est ballot, si le truc à un moment il s'embraye pas bien, autant pouvoir le. Moi je vois là, je suis en train de finir la personne m'a envoyé là hier le compte rendu de la 6e séance. C'est vachement bien maintenant. Par contre, à la 2e séance, c'était un peu bancal, quoi. Et puis j'ai expliqué ce qui allait, ce qui allait pas. Et puis du coup, ça s'est remis bien sûr en bonne voie. Et aujourd'hui, il est quasi fini et puis tout va bien. Et puis vous verrez, c'est un bon exercice parce qu'en fait, un bilan de compétences, ça se passe exactement comme ça. De séance en séance, vous allez devoir parfois réajuster les choses et remonter à la séance d'avant parce que vous voyez que ça ne se matche pas, que la personne, selon ce qu'elle vous ramène comme information, vous avez sûrement, il y a une maille qui a sauté entre les deux rendez-vous. Donc il faut réajuster. Oui. Et donc c'est exactement ce que vous allez faire là dans le petit travail qu'on vous demande. Et c'est ce que je parle pour toi, mais c'est ce qu'on aime toutes les deux dans ce travail-là. C'est que. Aucun bilan n'est pareil. Voilà. Et en même temps, c'est super utile parce que pour permettre à des gens de reprendre pied, notamment dans des conditions qui peuvent être plus ou moins difficiles, c'est un truc, c'est génial. Donc, vous faites l'accompagnement en envoyant les trucs, etc. et tout. Et puis à la fin, on vous dit youpi hop là. Voilà. Allez-y. Dans 9 fois, plus que 9 fois sur 10, je dirais 99 fois sur 100, vu que l'accompagnement il se fait au fur et à mesure et que vous réajustez, c'est ok, quoi. Et puis ça vous donne vraiment une première expérience d'avoir fait le truc, d'avoir fait l'accompagnement en entier. Ce qui est quand même extrêmement pratique. Une globalité du bilan, voilà. C'est très important. Et du coup, comme il y a une grande mode en France aujourd'hui qui est ancienne, qui est, que je qualifie, mais c'est un peu méchant, de diplômite aigu, la certification va être référencée à ce qu'on appelle l'inventaire. Voilà. C'est-à-dire que
les formations dans le cadre de la formation professionnelle continue qui ne correspondent pas à des diplômes d'État, type diplôme d'ingénieur, de docteur en médecine ou de n'importe quoi, font l'objet aujourd'hui d'un certain nombre de référencements au niveau de ce qu'on appelle le RNCP ou l'inventaire, qui sont des systèmes de référencement qui permettent de valider que la formation que vous avez faite, elle est, je peux dire elle est bonne, ça serait un peu, voilà, bon, mais que c'est une formation de qualité. Pertinente. Très bien, j'aime beaucoup. Bravo. Elle est pertinente et qu'elle fait du sens, quoi, que c'est pas un machin ficelé dans un coin. Donc, la procédure est en route et ça prend un certain temps, mais pour tous les trucs comme ça, c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la procédure est enclenchée, les gens qui font partie des promotions dans lesquelles la procédure est enclenchée mais pas finie, une fois que la procédure est finie, hop, ils sont réintégrés dans le système. Voilà. Vous avez des chances d'être réintégrés dans le système. Voilà. Quoi vous dire d'autre par rapport à ça? Juste peut-être redire que l'objectif du bilan de compétences, il est multiple. Hein, Absolument. parce que le projet professionnel, il peut être multiple. Hein, ça peut être à la fois quitter son entreprise ou rester dans son entreprise et progresser dans son entreprise, rentrer dans une formation ou pas, créer son activité, sa propre activité. C'est extrêmement multiple, hein, les objectifs. Changer de boulot et partir en recherche d'emploi. Oui, la recherche d'emploi. Faire une validation des acquis de l'expérience. Tout à fait. Parce que moi, je vois là le bilan dont je vous parlais, là, qui est quasi fini. Ben, c'est une jeune femme, la bénéficiaire, qui a commencé à travailler il y a une douzaine d'années à peu près, qui n'avait pas de diplôme du tout, qui a travaillé comme assistante de direction, etc. et tout, et qui n'a toujours pas de diplôme. Et aujourd'hui, elle veut changer d'entreprise. Ben, une assistante de direction qui n'a aucun diplôme, elle ne va jamais trouver, quoi. Et elle ne va pas repartir sur une formation complète. Par contre, le fait de dire ben, la VAE ça existe, on peut le faire, etc. Alors, il ne s'agit pas que vous soyez spécialisé en VAE, mais de connaître le processus. Mais de savoir que ça existe et de pouvoir faire attention par rapport à quelqu'un qui n'a pas de diplôme ou des choses comme ça. De même, on ne vous demande pas de devenir spécialiste des techniques de recherche d'emploi ou spécialiste de la création d'entreprise, mais de savoir essentiellement comment orienter la personne pour y arriver. Exactement. C'est vraiment ça qui est important. Voilà. Donc, bah oui, puis dire aussi que en dehors des séances de formation, c'est un peu comme les bénéficiaires de bilan, quoi. Il y a un peu de travail personnel. Quand je dis un peu, un petit peu. Allez, voilà. Puisque après chaque séance, bah, vous avez des choses à faire, comme vous aurez à le faire avec un bénéficiaire. Voilà. Donc, avec des synthèses intermédiaires. Voilà. C'est. En tout cas, la mesure bilan de compétences est passionnante. Elle est vraiment avec des objectifs vraiment passionnants et on peut vraiment la transférer sur d'autres actions et ça, il faut avoir ça en tête. C'est important à l'heure actuelle. Voilà. Si nous sommes prêtes à répondre à toutes les questions.